Bonjour, donc je suis Michel Chauvet, ethnobotaniste, j'ai longtemps été au Bureau des ressources génétiques, puis à Montpellier, à Agropolis au labo de botanique AMAP, dans le cadre duquel j'ai développé un site web sur les usages des plantes qui s'appelle PlantUse. Voilà, alors on m'a demandé donc de parler des centres d'origine des légumes. Et le constat, c'est que la plupart des légumes viennent d'ailleurs. Hein, comme je dis souvent, avant Christophe Colomb, on ne pouvait pas faire de ratatouille parce que la tomate et le poivron viennent d'Amérique, l'aubergine vient d'Asie, et même l'oignon et l'ail viennent d'Asie centrale, donc il ne reste guère que le persil. Voilà. Alors, dans l'histoire de l'origine des plantes cultivées, l'ouvrage fondateur, c'est celui d'Alphonse de Candolle en 1882 sur l'origine des plantes cultivées. Alors, à son époque, déjà, il a réussi à établir l'origine du haricot ou du maïs, alors qu'auparavant, on ne savait pas. Voilà. Et il utilisait beaucoup les noms des plantes, en particulier originaires du sanskrit, parce que c'est l'époque où on avait compris que le sanskrit faisait partie des langues indo-européennes. Ensuite, après de Candolle, il faut attendre Vavilov. Alors, Nikolai Vavilov était un grand généticien russe ou soviétique et qui a réalisé de nombreuses euh, prospection dans le monde entier, où il a collecté donc des plantes cultivées locales et primitives, et il a élaboré donc sa théorie des centres d'origine. Sa théorie, bon, elle a fait l'objet de plusieurs éditions. Là, je vous présente la grande fresque qui est dans l'escalier d'honneur de l'Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg. Et voilà, Vavilov, après être mort en prison sous Staline pendant la Seconde Guerre mondiale, est maintenant réhabilité et fait l'objet d'un véritable culte en Russie. Alors, par rapport au centre d'origine de Vavilov, on peut dire que le français Roland Porter a ajouté un centre d'origine en Afrique de l'Ouest. Mais ces conceptions ont été modifiées par la suite, en particulier par un généticien des États-Unis qui s'appelle Jack Harlan, qui a dit, bah oui, mais moi, en fait, je distingue les centres et les non-centres pour deux raisons. D'une part, c'est que les non-centres concernent de très vastes régions, donc il est difficile de les appeler centres. Et puis surtout, c'est qu'en fait, il y a des centres primaires qu'on voit ici en C1, A1 et B1, qui sont les lieux de surface relativement réduite et où est apparue en premier l'agriculture. Alors C1, c'est la Mésoamérique, où on a en particulier le maïs, le piment et les courges. A1, c'est ce qui est bien connu sous le nom de croissant fertile, avec le blé, l'orge, le pois chiche, le sésame, le lin. Et B1, c'est la Chine du Nord, où en fait on a un nombre d'espèces plus réduit, et surtout le millet et le soja. Euh, Ensuite, donc, ces plantes primo-domestiquées donc, se sont répandues vers le sud et, euh, et l'agriculture, donc, alors c'est comment dire, augmenté il y a eu l'addition de nouvelles plantes domestiquées, donc c'est les non-centres de Harlan, on pourrait dire des centres secondaires, mais où ont été créées des espèces nouvelles, en particulier pour l'Asie. Bien entendu, on a le riz qui est originaire de l'Asie tropicale. Mais actuellement, on a tendance à ne plus trop parler de ces centres d'origine de Vavilov ou de Jack Harlan, puisqu'on a fait le constat que chaque espèce, en fait, a sa propre histoire. Euh, alors, après cette introduction,
il faut se poser la question de savoir ce qu'est réellement un centre d'origine. Est-ce que c'est l'aire de répartition de l'espèce sauvage, qui peut être très vaste? Est-ce que c'est le lieu ou les lieux de sa domestication, ce qui est autre chose, comme on va le voir juste après? Ou est-ce que c'est aussi ces centres de diversification? Parce que souvent, l'origine des plantes cultivées s'est faite en plusieurs étapes. Ce n'est pas seulement il n'y a pas seulement une origine, mais toute une histoire. Alors, par exemple, si on prend l'exemple de la tomate, les espèces sauvages proches de la tomate, y compris la tomate sauvage, sont originaires en fait de la zone andine. Et on pense que la tomate primitive est arrivée comme adventice dans les champs mexicains, où elle a été perçue comme une sorte de physalis nouveau et dont on pouvait aussi faire des sauces. Et donc c'est là, c'est au Mexique qu'elle a été domestiquée. On appelle ce cas-là d'ailleurs la transdomestication, c'est-à-dire la domestication dans un lieu autre que l'aire d'origine de l'espèce sauvage. Ensuite, au XVIe siècle, après Christophe Colomb, donc la tomate est arrivée en Europe et en particulier dans le sud de l'Italie, la Sicile, où elle a été adoptée pour faire des sauces et en particulier et pas mal améliorée. Une autre étape est beaucoup plus récente, puisqu'elle date du XXe siècle, où la tomate a refranchi l'Atlantique et en Californie est devenue véritablement une plante de grande culture pour la conserverie. Un autre exemple de transdomestication, c'est l'aubergine, chez laquelle toutes les espèces sauvages en fait sont africaines et une espèce considérée par moi comme Adventis, Solanum insanum, est arrivé en Asie et c'est dans la région indo-birmane qu'elle a été domestiquée pour ensuite se répandre en Chine d'un côté, en Perse, puis en Europe vers le Xe siècle. Alors, dans l'origine des plantes cultivées, il faut une chose importante, c'est de constater les changements d'usage d'une plante. On a beaucoup de plantes, en effet, n'ont pas été, comment dire, domestiquées comme légumes, mais d'abord comme plantes à graines, comme oléagineux. C'est le cas de la navette, Brassica rapa, qui est ensuite devenu le navet, l'Epidium sativum, le cresson alénois qui a commencé sa carrière comme oléagineux, mais c'est aussi le cas des courges, cucurbita, mais aussi de la pastèque et autres. Et on voit, alors par exemple, pour la banane, les bananes sauvages, en fait, les fruits sont pleins de grosses graines et pratiquement immangeables. Et en fait, on pense que les bananes sauvages ont été mises en culture pour leur rhizome qui était consommé et également pour le bourgeon floral, qui l'est toujours de nos jours par les Asiatiques. Alors, de même, bon, la betterave a connu beaucoup de changements, puisqu'au départ, c'était un légume-feuille. Et ensuite, c'est devenu une racine, soit une racine fourragère, soit une racine alimentaire, comme la betterave rouge. Et comme on sait, au XIXe siècle, c'est devenu une des principales plantes à sucre. Le soja également a subi une histoire mouvementée, puisqu'au départ, c'était un légume et une source de protéines, un légume sec, autrement dit. Et maintenant, c'est devenu essentiellement une plante à huile et dont on utilise le tourteau pour l'alimentation du bétail. Alors, si on considère maintenant les choux, les choux sont une des rares espèces qui soient vraiment originaires de l'Europe, en tout cas de la Méditerranée, dès l'Antiquité, mais dont la diversification s'est faite en fait en Italie et dans l'Europe du Nord-Ouest. Donc, puisqu'en Italie, on a eu apparition donc, des brocolis et des choux pommés,
mais on a les choux frisés vers les Pays-Bas, et le sud de l'Angleterre, le chou moilier dans l'ouest de la France et le chou à grosse côte au Portugal. C'est une des espèces d'ailleurs les plus diversifiées que l'on connaisse. Dans l'histoire des plantes cultivées, il y a aussi souvent de nouvelles plantes qui sont apparues par hybridation interspécifique. Alors pour les légumes, c'est le cas du rutabaga. On pourrait ajouter le colza, qui n'est pas un légume, mais qui est la même espèce que le rutabaga, qui est apparu comme un hybride entre une navette, Brassica rapa, et un chou, Brassica oleracea. Mais c'est à peu près le seul exemple que j'ai repéré. L'hybridation interspécifique a joué un bien plus grand rôle pour les blés, mais là, nous ne parlerons pas des blés. Alors maintenant, si on essaye de faire une liste des principales espèces, comment dire, classées par grand centre d'origine, on obtient pour l'Europe, par exemple, le poireau, qui serait originaire de la Grèce, enfin, du nord de la Méditerranée, la blette, qui a maintenant disparu devant l'épinard, qui était Amaranthus blitum, hein, le céleri, qui est longtemps resté une plante condimentaire et cérémonielle, l'asperge, la roche, un triplex hortensis, qui là aussi a beaucoup régressé, voire a disparu devant l'épinard. Bon, la bête, Beta vulgaris, donc rutabaga et colza, j'en ai parlé, le chou, j'en ai parlé, et également les deux espèces de chicorée, donc la scarole effrisée et la chicorée amère. Alors bon, je ne résiste pas à vous montrer une image, une illustration du chou-fleur romanesco, qui nous apparaît maintenant sous une forme améliorée qui ne donne qu'une grosse tête, alors que la forme traditionnelle avait une tête principale et de nombreuses petites têtes latérales. Alors, si on continue pour l'Europe, on a également le fenouil, le cresson de fontaine qui est en fait a été domestiqué assez tardivement vers la Renaissance. La domestication d'ailleurs consistant surtout à aménager son milieu, c'est-à-dire à créer des cressonnières là où le cresson poussait naturellement dans des ruisseaux d'eau comment dire, non stagnante. On a bien sûr le panais, le persil, l'oseille, le salsifis qui est connu depuis l'Antiquité, tandis que la scorzonère, elle, n'est apparue qu'à la Renaissance en Catalogne et a complètement supplanté le salsifis dans nos boîtes de conserve en particulier. La mâche a été très tardivement domestiquée. Pendant longtemps, on s'est contenté de récolter la mâche qui poussait comme adventice dans les champs. Le pissenlit est encore plus récent. Et la fève qui est on sait qu'elle est originaire comment dire, de l'ouest de la Méditerranée, mais on ignore toujours quel est son ancêtre sauvage. Là aussi, bon, voilà une excellente salade qui est le pissenlit blanc de Dunkerque, qu'on trouve maintenant régulièrement en hiver, qui est souvent confondu avec une chicorée, mais qui n'en est pas, qui est vraiment du pissenlit. J'ai isolé le nord de l'Europe qui nous a apporté peu d'espèces, mais en particulier l'angélique, qui est en fait un légume favori des Lapons. En Laponie, il ne pousse pas grand-chose, donc l'angélique est très apprécié. Le réfort, qui vient de l'est, du nord-est de l'Europe, et la ciboulette, qui vient pratiquement de Sibérie. Si on regarde maintenant du côté de l'Amérique, donc comme je vous ai dit, on a bien entendu tous les piments et poivrons. La seule différence finalement entre un piment et un poivron, c'est la teneur en capsaïcine, hein, mais les deux sont parfaitement comment dire, interfertiles au sein de l'espèce Capsicum annuum. Il y a d'autres espèces de piments forts.
les courges, dont je vous présenterai une image tout à l'heure, les, les phaseolus, haricots, les vrais haricots, donc la tomate, la pomme de terre, la patate douce et la chayote. Alors, historiquement, il faut savoir que la patate douce a été découverte déjà par Christophe Colomb dans les Antilles, alors qu'il a fallu attendre 40 à 50 ans pour que les Espagnols arrivent dans des régions où on cultivait la pomme de terre. C'est ce qui explique que la pomme de terre a souvent pris son nom à la patate. Parmi les haricots, donc, on a en fait euh, on constatait, par analyse en particulier de leurs isozymes, qu'il y avait une multiplicité d'origines. Donc le haricot aurait été domestiqué en plusieurs endroits, ou en tout cas d'abord domestiqué donc vers le Mexique, et ensuite on aurait mis en culture les formes andines en particulier. Alors, les courges offrent un exemple important où au sein du même genre botanique, on a plusieurs, quatre, au moins 5 espèces différentes qui ont été domestiquées. Et toutes, comme je l'ai dit, essentiellement pour leurs graines. Bon, la diversité des courges ne cesse pas d'être spectaculaire et fait l'objet d'un grand nombre de collectionneurs et de foires comme celle de Transo qui a lieu chaque année. Alors, quant à la patate douce, son histoire est restée longtemps énigmatique, puisque, bon, on savait que, par exemple, la patate douce originaire du Mexique était arrivée en Philippines via le fameux galion de Manille, qui était une ligne commerciale que les Espagnols avaient créée entre leur possession du Mexique et celle des Philippines, et où là, donc, la plante a été introduite sous son nom euh, espagnol-mexicain de camote. Par contre, la voix batata, euh, le mot batata donc, est un mot des Antilles, a été utilisé par les Espagnols et les Portugais, et c'est sous ce nom que la patate douce s'est répandue en Europe et dans de nombreuses régions d'Afrique et d'Asie. Et par contre, il y a une autre voix qui a longtemps été énigmatique, où la patate douce s'appelle Kumara ou Umala, enfin un grand nombre de variantes issues de la même origine. Et parce que, bon, les biologistes disaient, enfin les historiens disaient, bah oui, mais la patate douce a dû arriver en Océanie, elle a aujourd'hui une grande importance, elle a dû arriver en Océanie avec les premiers galions espagnols. Euh, alors que les linguistes, eux, disaient non, 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 le mot Kumara remonte à une forme de nom qui montre que c'est contemporain avec l'expansion des peuples polynésiens. Et celle-ci est datée du 10e au 12e siècle, donc bien plus tôt. Donc comment se fait-il que la patate douce ait été présente là, alors qu'elle est originaire des Amériques? Il a fallu attendre ces dernières années pour qu'une thèse montre, grâce à l'étude des échantillons d'herbier des patates douces primitives collectées par les botanistes, pour qu'on montre que la patate douce la patate douce primitive de la Polynésie venait en fait d'un groupe du Sud, donc de l'Amérique du Sud, de la patate douce. Donc maintenant, c'est d'ailleurs une des preuves du fait que les Polynésiens ont atteint l'Amérique du Sud et en ont rapporté la patate douce, puisque Kumara est un nom qu'on retrouve en quechua, donc langue d'Amérique du Sud. Alors, franchissant encore les continents, donc on arrive en Afrique du Nord, où
où on a eu essentiellement bon, le cardon et l'artichaut. Aujourd'hui, on considère que l'artichaut est de la même espèce botanique, Cynara cardonculus, que le cardon. Simplement, il a été sélectionné pour l'usage de ses capitules, alors que le cardon a été sélectionné pour l'usage des pétioles des feuilles. En Afrique tropicale, on trouve essentiellement bon, le gombo, qui fait une apparition assez discrète en France, mais qui est très répandu sous les tropiques. Le melon, la pastèque, la gourde, qui était la courge d'avant Christophe Colomb, et le haricot niébé, qu'on connaît euh, en- dans le nord de la Méditerranée, surtout sous le nom de haricot à l'œil noir ou cornille, enfin, il y a plusieurs noms, mais qui est très diversifié en Afrique tropicale. Alors, quand je dis le melon, il faut savoir que pendant longtemps, et ça Michel Pitra le dit de son côté, le melon était surtout connu et utilisé comme le concombre, ce qui fait que il y a de nombreuses confusions dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle le melon serpent, qui se distingue par ses stries longitudinales. C'est le melon c'est le concombre, entre guillemets, que connaissaient les anciens Égyptiens, mais aussi les anciens Grecs et les anciens Romains. Et ce n'est que plus tard qu'est apparu les melons mûrs, enfin, consommés mûrs, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Quant à la gourde, là j'ai représenté une gourde immature qu'on trouve en vente dans les supermarchés chinois. Et aujourd'hui, l'image de la gourde chez les Français, c'est celui d'un récipient qu'on fait avec le fruit mûr et sec et évidé. Mais la gourde, en fait, c'était la courge auparavant, et les gourdes immatures peuvent parfaitement se consommer comme courgettes. Celle-ci en est une preuve. Alors, quant au niébé, donc je l'appelle niébé, moi, parce que c'est le nom le plus fréquent dans son aire d'origine, l'Afrique. Il est surtout cultivé donc en Afrique tropicale, surtout dans l'Ouest, et il s'est répandu assez tôt vers la Méditerranée, mais aussi vers l'Inde. Et il s'est développé des formes de haricots verts, hein, qui sont très longs et qu'on appelle pour ça le haricot kilomètre. Les Anglais sont moins enfin, excessifs et l'appellent yard long bean. Voilà, alors on continue notre périple par l'Asie du Sud-Ouest, autrement dit le croissant fertile, où on a du côté des légumes donc le pois chiche, le pois, la roquette, la laitue, la lentille et le radis. Et, et comme je vous l'ai dit, la roquette, la laitue et le radis ont été domestiqués d'abord comme plantes oléagineuses et ensuite et sont devenus ensuite des légumes. En Haute-Égypte, on doit toujours cultiver actuellement une laitue à huile d'ailleurs. De nombreuses plantes, par contre, viennent d'Asie centrale. Donc il y a l'oignon, Allium cepa, qui comprend aussi bien l'oignon que l'échalote rose, Allium ochanini, qui est l'échalote grise, ce qu'on appelait la vraie échalote il y a jusqu'au 19e siècle, l'ail, donc la ciboulette déjà mentionnée, l'estragon qui vient de Perse, les navets et choux chinois, mais aussi le vrai concombre, Cucumis sativus, donc, qui vient du nord de l'Inde, la carotte, dont les formes cultivées modernes viennent d'Afghanistan, la rhubarbe, il y a plusieurs rhubarbes qui vont de l'ouest à l'est de l'Asie, et l'épinard qui vient, lui, de Perse. Bon, voilà un peu une image
de l'échalote grise qui se distingue par le fait qu'elle a une coque très dure et une chair violacée et un arôme incomparable, si on veut, qu'on utilise beaucoup en cuisine dans le Poitou et en Charente. Si on continue encore, on arrive à l'Asie de l'Est, où on trouve la ciboule, qui remplace en quelque sorte l'oignon. Euh, L'oignon ayant été domestiqué plutôt en Europe et la ciboule plutôt dans l'Est de l'Asie. Et la ciboule a ensuite migré pour atteindre assez tardivement l'Europe. Bon, l'amarante, une des amarantes, Amaranthus tricolore, donc originaire de l'Inde, les moutardes, Brassica jacea, le Brassica jacea est un hybride d'ailleurs de Brassica nigra, de la moutarde noire et du chou, mais a donné lieu à une très grande diversité euh, de légumes feuilles en Chine. Le soja, donc le krone du Japon, qui a été trouvé au Japon, mais qui existe aussi en Chine, et introduit à la fin du 19e siècle en France. Le haricot mongo, Vigna radiata, qui vient aussi du sud de l'Asie, et le wasabi, qui vient du Japon. Voilà, donc après ce tour du monde, et les réflexions qu'on peut se faire, c'est qu'en fait, toutes les régions du monde et tous les peuples ont contribué à notre gamme de plantes cultivées. Par ailleurs, donc, rares sont les espèces dont on ignore encore l'origine, ou en tout cas l'ancêtre, parce que on sait qu'elle vient de l'ouest de la Méditerranée, mais on n'en connaît pas l'ancêtre sauvage. Et enfin, les approches nouvelles, comme la génétique et l'archéologie, renouvellent la problématique, ce qui rend d'ailleurs le travail des historiens assez difficile et perturbé, parce que tout ce qu'on croyait savoir jusqu'à maintenant est susceptible d'être remis en cause par les nouvelles données. Euh, voilà, donc j'en viens donc, au terme de mon exposé. Et donc, vous trouverez là l'adresse du site sur les plantes utiles. Et également, je me permets de mentionner mon encyclopédie des plantes cultivées, dont voici la couverture, et d'où est tirée la quasi-totalité des données que je vous ai présentées. Merci de votre attention.